Je n'ai pas ressenti pour Kandinsky le même intérêt que pour Malevich ou Mondrian. J'ai même souvent douté de sa sincérité, et ce ne sont pas ses élucubrations théoriques sur la peinture qui ont pu me rassurer. Pourtant, si l'on en croit la légende, c'est bien lui l'inventeur de l'art abstrait, à moins que ce ne soit sa logeuse. Je rentrais chez moi au crépuscule, écrivit Kandinsky, lorsque j'aperçus au mur un tableau d'une extraordinaire beauté, brillant d'une lumière intérieure, où je ne voyais que forme et couleur, et dont la teneur me restait incompréhensible. C'était un tableau de moi qui avait été accroché à l'envers. Si vous voulez entrer dans la légende, écrivez-la vous-même, c'est plus sûr. Le lendemain, poursuit Kandinsky, je tentais de retrouver l'émotion de la veille, mais n'y parvins qu'à moitié. Je sus ainsi que les objets nuisaient à ma peinture. Kandinsky produit alors la fameuse aquarelle abstraite que certains experts le soupçonnent toujours d'avoir antidatée pour s'assurer la paternité de l'art abstrait. L'enfance russe résonne très fort chez Kandinsky, en particulier dans les tableaux postérieurs à son séjour à Vologda. Émerveillé par la beauté de cette province, par ses habitants, par la richesse de leurs costumes, Vassili Kandinsky rêva toute sa vie d'une peinture originelle, envoûtante et chatoyante, conforme au choc ressenti en visitant une isba à Vologda, avec ses meubles et objets recouverts d'ornements primitifs, aux couleurs bariolées. Entouré de tous côtés par la peinture, écrivit-il plus tard, ce fut comme si j'étais entré en elle. Il y eut aussi pour Kandinsky la découverte de Rembrandt au musée de l'Ermitage, puis celle encore plus déterminante de Monet. Car c'est devant une meule de foin du chef de file des impressionnistes que Kandinsky décida de se consacrer à la peinture. Il importe de savoir que le peintre était profondément mystique, pratiquant les rites orthodoxes et transportant ses icônes partout avec lui, et qu'il était attiré par les sciences occultes, ce qui a forcément influencé sa symbolique des couleurs. C'était également un passionné de recherche, expérimentant sans cesse de nouveaux procédés ou matériaux, préparant lui-même ses couleurs et ses fonds avec du plâtre, de la caséine, du kaolin ou encore des coquilles d'œufs broyées. Ces travaux de cette époque peuvent être grossièrement divisés en 4 groupes: les bois gravés, les tempéras ou dessins colorés, les études à l'huile et les tableaux proprement dits. Une certaine forme de romantisme y est prédominante, avec ces personnages en costume folklorique se promenant dans des forêts de bouleaux, ces clairs de lune, ces ciels striés de nuages sombres où volent de noirs corbeaux. Où qu'il se trouve, Kandinsky brosse à l'huile les paysages environnants, à la spatule, étalant sa touche à pleine patte, mais c'est dans les scènes russes imaginaires que l'on sent le mieux vibrer sa peinture, un peu comme si elle était une mosaïque de pierres précieuses brillant de 1000 feux. Mais le plus beau, c'est que la plupart de ces scènes, fortement inspirées des contes et légendes du folklore slave, ont été composées près de Paris. On y devine la lancinante nostalgie du pays natal, si forte qu'elle aurait pu être fatale. Ma prédilection pour le cachet, le mystérieux, écrivit Kandinsky, me sauva de l'influence fâcheuse de l'art populaire. Ayant déménagé à Munich, c'est par hasard que le peintre trouva un appartement proche de celui de Paul Klee, ce qui favorisa grandement leur amitié. Klee l'aida à se convaincre d'abandonner le travail sur le motif et de ne plus faire appel qu'à son imagination ou à sa mémoire. Pourtant, selon ses dires, c'est bien parce qu'il était sorti dans la nature muni de sa boîte de couleurs pour y réaliser une étude que, rentrant chez lui au crépuscule, Vassili Kandinsky aperçut sur le mur un tableau de sa main accroché à l'envers et qu'il inventa l'art abstrait, qu'il ne cessa plus jamais de se poser cette question fondamentale: qu'est-ce qui doit remplacer l'objet?